un profil de force or a strength profile is how we express strength. Salut tout le monde et bienvenue sur le podcast Quantum. Je m'appelle Jacob Hamel, fondateur de Quantum Training, auteur et formateur. Notre mission avec le podcast est de vous offrir les meilleures informations sur l'entraînement, la nutrition, la supplémentation et le mindset avec des experts dans leurs domaines respectifs pour vous aider à développer votre plein potentiel. Donc n'oublie pas de liker, d'aller faire un review sur iTunes et de t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et que l'épisode commence. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Aujourd'hui, podcast spécial avec Coach Frank et Étienne Asselin. Comment allez-vous? Ça va très bien, toi? Oui, Excellent. oui. Excellent. Excellent. Étienne, on t'a eu, je pense, la 3e fois ou 4e fois sur le podcast. Oui, chef. Excellent, excellent. All right. Fait que, dans le fond, aujourd'hui, ce que je voulais qu'on parle, c'est d'explorer tout ce qui est le concept de mécanique d'exercice parce que je pense que c'est un concept qu'on en parle beaucoup, nous. Toi aussi, Étienne, mais dans l'industrie en général, il y a différentes façons de voir ça. Et il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissent les concepts que tu as enseignés dans RTS, puis que tu continues à enseigner, puis qu'on utilise aussi nous. Donc, j'aimerais ça commencer avec toi, Étienne. C'est quoi ta définition propre à toi de quand tu parles de mécanique d'exercice, qu'est-ce que tu veux dire par là? Donc, quand je parle de comme c'est quoi la mécanique d'exercice, c'est vraiment juste de prendre en considération toutes les variables qu'on manipule, soit consciemment ou non, avec chacun de nos décisions dans le gym. Donc, il faut comprendre, comme par exemple, en changeant le poids, ça change quoi, par exemple? Comme par exemple, un back squat en comparaison à un front squat, ça change quoi mécaniquement? Spécifique, comme par exemple aux jointures du genou et aussi de la hanche. Quand on change la longueur d'un levier, ça change quoi côté résistance et les demandes musculaires, mais aussi ça change quoi au niveau des jointures. Puis, bref, en étudiant tous les concepts et les éléments qui influencent nos décisions, on peut prendre des décisions plus pointues. Je ne sais pas si ça serait le terme, mais like very accurate decision making pour que les adaptations qu'on crée pour nos clients soient vraiment non seulement spécifiques et appropriées, mais aussi vraiment puissantes. Donc, ça serait vraiment ça, comment que je le vois. C'est l'étude de les composantes qui influencent nos décisions. Frank, t'aurais-tu quelque chose à rajouter? Écoute, je te dirais que c'est assez complet. J'ai un peu la même vision qu'Étienne. En fait, Étienne a fait un excellent travail au RTS de me transmettre comment lui voyait la biomécanique et comment lui appliquait ça en tant que tel, parce que je pense qu'aujourd'hui, à ce jour, c'est la formation que je me sers le plus, autant dans le monde de l'entraînement que dans la vie de tous les jours, là, quand je m'entraîne, quand j'entraîne mes clients, quand je reçois un nouveau client ou quoi que ce soit, quand je leur explique des choses. Fait que non, je pense qu'il a super bien expliqué ça. Oh, thank you. Thank you very much. Je pense qu'il y a une chose qu'on peut rajouter aussi de ma compréhension à moi, c'est que c'est comme un menuisier qui a 1000 outils. Il va être un bon menuisier s'il sait comment utiliser tous ces outils au bon moment, avec le bon type de bois. Puis c'est un peu la même chose. On travaille avec des outils dans le gym, il faut les comprendre, il faut les analyser, il faut savoir pourquoi on les utilise de telle façon. Tu parlais front squat, back squat. Tu lis le 3/4 des choses sur Internet. Front squat, c'est quad. Back squat, c'est moins de quad, mais comme vraiment, c'est là d'avoir un esprit. Je pense que ce que tu nous as beaucoup apporté, c'est avoir un esprit critique sur toutes les règles de l'entraînement. Je me souviens dans RTS, tu disais comme les règles d'entraînement, comme il n'y a rien de bon là-dedans. Là. Oui, mais actually, ce que je dirais, c'est que, puis encore une fois, je vais alterner entre anglais et français. It depends. Ça dépend vraiment. Les règles d'exercice sont nécessaires à un certain point dans notre trajet. Comme par exemple, quand un nouvel entraîneur commence, si notre réponse à leur question, c'est « Well, it kind of depends. So, like, bonne chance, like, figure it out. It's very overwhelming. Donc, il faut il faut que ça soit réductionniste à un certain point au début de notre trajet.
Mais notre objectif, si on vise vraiment la maîtrise d'une matière, c'est de regarder, c'est de réaliser que c'est vraiment pas du noir et blanc, mais que c'est vraiment tout du gris. Et après qu'on ait cette réalisation-là, il faut vraiment étudier les composantes pour être capable de se demander, OK, quand est-ce que ça serait peut-être bien, quand est-ce que c'est vrai qu'un front squat, c'est plus pour les quads et qu'un back squat, par exemple, ça serait plus pour les fessiers. Like, when would that be true? And also, when is it not true? Right? And how can I masterfully manipulate those variables? Donc, je dirais que oui, comme ça a une place, mais si, if we value, ça serait quoi le terme en français, if we value? Si on attribue une valeur, genre. Ouais. So, if we value mastery, donc si on veut approcher à avoir une certaine maîtrise d'une matière, il faut approfondir nos connaissances et surpasser, I guess, une compréhension vraiment plus superficielle qu'on a initialement au début de notre carrière. Est-ce que ça fait du sens? 100%. Puis, Charles Poliquin, il avait beaucoup de principes dans ce qu'il disait. Oui. Mais ce qu'il disait aussi de ses propres formations, c'est qu'il faisait ses formations moron-proof. Ça veut dire que tu peux être un moron, tu vas quand même être capable de faire de la bonne job. Genre. Ouais. Et c'est un peu ça que... Puis moi, personnellement, j'ai appris beaucoup de ça. Puis ça a été des règles pendant longtemps dans ce que je faisais. Mais après ça, ben, il y a eu le questionnement après ça de genre, ouais. OK, moi, mais plus loin que ça. Tu as rencontré du monde comme toi de dire comme, OK, ben... Oui, puis genre... je me souviens, la deuxième fin de semaine de RTS, c'était Lower Body Weekend, me semble. Puis tu m'as rencontré à Toronto, puis on commençait à parler de comme les ratios de comme rotation externe en comparaison au bench press. Puis on a eu comme, pas un débat, because I think we're both very open-minded people, mais on a eu une bonne conversation de comme, OK, well, where does that come from? And maybe where does that ratio come from? And how would that influence your other decision-making that you would do with your clients, right? Et puis, encore une fois, moi, dans ma tête, c'est même affaire comme, par exemple, comme des balles de bossu, puis comme il y a beaucoup de gens dans l'industrie qui disent que c'est de la merde. And the moment that people say that, I'm like, you've lost me. You're done. The moment you think you've reached a point where you know everything, you're done. Hang up your coat. Comme t'as fini. C'est moins quel outil est bon ou bien c'est quoi comme la règle d'or, disons, d'entraînement. C'est vraiment like, where do things fit? If you can ask yourself, where does it fit in contrast to does it fit? Like, the world opens up to you. Right? Un peu comme la Smith Machine pendant longtemps. Charles, il disait c'est juste bon pour accrocher ton linge dessus. Fait que moi, c'était ce que je disais, mais après ça, après une couple d'années, là, OK, ouais, mais il y a des applications intéressantes à faire avec un Smith Machine. T'sais. Oui, c'est là que je disais tantôt de comprendre ton outil. Mais OK, ta Smith Machine, c'est quoi l'angle, premièrement? Deuxièmement, oui, on a un pad qui est toujours la même chose, mais est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? Ben, dans quel contexte? Ça t'apporte plus de support, ça t'en apporte-tu moins, etc. Tu as un paquet de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Là. Absolument. Puis l'affaire qui est drôle, c'est même comme en powerlifting, like oui, le fait que c'est un trajet linéaire ou bien vertical, on dit que c'est comme genre mauvais, mais en powerlifting, that's actually what you strive for. Yeah. It's kind of funny. It's like on vise d'avoir un trajet vertical, but the moment it's supported, it's useless. Puis encore une fois, c'est de se demander, OK, si on met à côté le concept que le Smith Machine est bon ou mauvais, mais on commence à se demander comment on pourrait utiliser cet outil-là, là, on commence à avoir des options. Comme par exemple, disons qu'on a quelqu'un qui a une cheville de fusée, right? Like a fused ankle. Leur capacité de faire des squats, on va dire, normales, va être probablement plus limitée que comme la vôtre. Ou peut-être pas limitée, mais elle va avoir l'air différent ou différente. Mais en amenant du support, puis on élimine
le risque de tomber, right? If we get rid of the risk of falling, then you can just focus on pushing really hard without worrying about falling on your ass. And that's huge because everything happens within the context of not falling, right? So, encore une fois, quand on peut se demander, encore une fois, like, where does it fit au lieu de la question, does it fit or what is right and wrong, the world opens up. Puis c'est ça, vraiment comme la valeur d'utiliser l'aspect mécanique de l'exercice dans ma tête. C'est to be very, very strategic, puis avec ce qu'on impose sur nos clients. Mic drop. C'est excellent. C'est parfait. C'est quoi? J'aimerais ça parler aussi d'un concept qu'on utilise beaucoup, que Frank enseigne beaucoup aux nouveaux coachs qui rentrent avec nous. C'est le concept de est-ce que ton client il est hot? Ça, je trouve que comme tous les coachs devraient savoir ça. Okay, a minute. So, like, attractive? Non. Like how sexy they are? C'est ça. Tu sais ce que je veux dire? Non, excuse. Non? Non. C'est toi qui nous as enseigné ça. Are they hot? Oui, have, home, tolerate. Oh, no. What do they have? Like, Ouais, okay, mais- c'est bon, je te comprends. Dans les livres d'RTS, c'est écrit hot. Ouais, OK, c'est bon. J'étais comme si il me semble que c'est là on a vu ça. Oh, oui, c'est là. Ouais, Là, non, j'avais un once de doute pendant un instant. Je suis comme, Ouais, c'est Yeah, ça. c'est de la merde, là. I got you, je te comprends. OK, oui, continue. Fait que dans le fond, ce concept-là, have, own, tolerate, c'est savoir qu'est-ce que ton client a, qu'est-ce qu'il est capable de contrôler, puis qu'est-ce qu'il est capable de tolérer. Puis je pense que la question que, autant que tu fais de l'entraînement privé, que tu fais des suivis, que tu fais du online, tu dois toujours se poser cette question-là. Fait que ça vous tente les deux d'un peu de parler de comment vous utilisez ce concept-là avec les clients. Yeah, Frank, I'll let you lead on this one. All right. Ben, écoute, moi, ce que j'utilise dans Have, Own, Tolerate, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il est capable de contrôler, puis qu'est-ce qu'il est capable de tolérer, en fait, autant dans un concept de privé que dans un concept de suivi, c'est sûr et certain que je vais m'en servir. Tu sais, puis je me sers de ce concept-là, autant en alimentation que dans plein d'autres sphères en tant que tel, parce que c'est sûr et certain que si j'ai quelqu'un qui vient me voir puis que lui, il mange au restaurant 7 fois par semaine, puis que le restant du temps, il se fait cuire de la pizza puis des pâtes chez eux, c'est sûr et certain que déjà de base, il n'y a pas une bonne connaissance de c'est quoi une bonne alimentation. Puis à ce moment-là, ben, je ne vais pas lui dire OK, ben à cette heure, on va te donner une diète de bodybuilder. Parce qu'il ne sera jamais capable de tolérer ça pendant longtemps. Au même titre que je vais prendre un exemple de Ginette que j'entraîne au gym, 50 ans, et qui veut tout simplement se remettre en forme, perdre un peu de poids. Ben, elle n'aura probablement pas la même tolérance que, je vais prendre un exemple, Matt, parce que Matt, je l'entraîne en privé, mettons, qui est coach pour nous autres, ou que Étienne, évidemment. Mais il n'y aura pas la même tolérance que Matt. T'sais, Matt, il veut faire du bodybuilding, il veut se préparer pour une compétition prochainement, etc. Des affaires de même. Mais comme, c'est sûr et certain que ce qu'il peut tolérer, c'est beaucoup plus haut. Puis, je vais prendre un autre exemple. Mettons des clients qui sont blessés / compromis ou ben non, qui ont eu des opérations ou quoi que ce soit. N'auront pas la même amplitude, ne seront pas capables de contrôler. Quelqu'un qui est moins avancé contrôle moins son active range of motion. Fait qu'à ce moment-là, c'est des concepts que j'utilise autant en entraînement que dans l'alimentation. Puis c'est des concepts que j'essaie beaucoup de montrer aux gars. Mais Étienne, quand tu l'avais montré au RTS en tant que tel, c'était vraiment très, très appliqué dans le fond. Parce qu'au RTS, justement, bon, on avait quand même 3 fins de semaine de 8 heures par jour de cours. Fait que 6 fois 8 heures, si je ne me trompe pas. Je ne suis pas bon en maths, mais c'est beaucoup d'heures. C'est ça, ben, ouais. on était quand même dans le fond à peu près 50 heures presque là, d'application directe dans le gym sur OK, parfait. Qu'est-ce que tout le monde dans la salle en tant qu'étudiant avait? Qu'est-ce que tout le monde dans la salle had? Tout ce que tout le monde dans la salle did own at that moment, at that point in time, parce que ça peut changer aussi. Puis qu'est-ce que tout le monde pouvait tolérer comme stress, etc., puis comme stimuli d'entraînement. Ouais, c'est vraiment parfait. Fait que dans ma tête, c'est vraiment have, own, tolerate. Ça remet vraiment en question ou bien ça nous fait penser à comme les aspects
quantitatif du mouvement humain et aussi qualitatif. Donc, quantitatif étant, c'est quoi l'amplitude de mouvement actif, active ou passif? On va dire global et aussi local, comme par exemple chaque jointure. Et aussi l'aspect qualitatif, c'est quoi comme ta capacité motrice à l'intérieur d'une amplitude de mouvement? Puis encore une fois, ça s'applique à des jointures, à des mouvements de comme uni-jointure, disons. But even then, we should talk about that, and I'll come back to that in a moment. Fait que ça s'applique à comme des mouvements de comme une jointure ou bien à comme des mouvements de tout le corps. Puis l'affaire qui est intéressante, même juste avec des mouvements comme par exemple un curl du bicep, it's not a single joint movement. Like, this is the thing that, like, je peux te dire en anglais? Go ahead. Sweet. So it's a thing that pisses me off in the industry, at least one of the many things that pisses me off in the industry. It's like a lot of the stuff revolving around functional training and whether or not this is good or bad. And so the interesting thing is that every single fucking movement you do is going to be total body, period. It's just whether or not certain areas are moving or not. So if you're doing, for instance, like a dumbbell curl, while you're moving at your elbow, there is very, very dynamic control required of your wrist and your fingers. Your shoulder blade needs to be anchored and your center of mass needs to change and sway as the load oscillates around your body. And all of that's happening at an unconscious level. So tell me how that's not fucking functional, right? It drives me crazy because our understanding of human function, especially within the fitness industry, is so myopic, and it's very it's reductionist to the point where it takes away from us having an appreciation of how miraculous the human body actually is. One of my favorite quotes is from Albert Einstein, and he says, everything should be made as simple as possible, but like only so much. Genre, and I butchered it, so that's not his quote. Mais il dit comme, rends-les simples, mais comme genre pas trop simple, to the point where it actually takes away from the beauty of the subject matter, you know? Simplifie les choses, mais pas trop. Oui, merci, Einstein. Einstein Thibodeau. Donc oui, fait que l'aspect comme have, own, tolerate, c'est vraiment de garder en tête les aspects quantitatifs et qualitatifs du mouvement humain et que ça change de chaque individu, ça change de gauche à droite, ça change d'une façon journalière, tout dépendant de comme les adaptations qu'on va avoir d'une journée à l'autre, par exemple. Et aussi l'aspect tolérance, ça nous encourage à garder en tête c'est quoi ta capacité ou bien, pardon, I'm going to back up, ça va être quoi les conséquences d'imposer un certain stress sur un individu, right? Puis conséquences étant bon ou mauvais, right? Comme par exemple, il y a quelques jours, je commençais à avoir un toux. Puis je me sentais comme pas super bien. Donc, comme par exemple, si j'aurais fait un entraînement cette journée-là, en comparaison, puis que ça serait le même entraînement que, disons, qu'il y a 4 ans, disons, quand j'étais plus en shape, puis que je faisais plus comme du powerlifting, that would have been very excessive, especially given the fact that I was sick and my immune system was compromised, right? Donc, dans ma tête, ces questions-là, le hot and are your clients sexy or not, really, that was a joke, Jake. Okay, great. Ça nous encourage à prendre des questions, à avoir un thought process très dynamique et aussi, espérons, très approprié pour les clients qui sont en avant de nous. Je pense qu'un exemple aussi, ça mettrait ça plus en pratique. Exemple, il y a un client qui rentre à faire un entraînement. La première chose, c'est de voir, exemple, tu vas faire des jambes, OK, qu'est-ce qu'il y a comme amplitude de mouvement, comme mobilité au niveau de ses joints pour faire un squat. Donc, juste de regarder ton client
son squat ressemble à quoi cette journée-là, ça va donner le have, qu'est-ce qu'il est capable. Le on, après ça, c'est qu'est-ce qu'il est capable de contrôler à travers cette amplitude-là. Donc, si tu vois qu'il monte son mouvement et qu'il y a un shift ou il penche vers l'avant déjà pas de barre, mais ça se peut que cette journée-là, présentement, il n'est pas capable de contrôler ce mouvement-là, fait qu'il ne own pas au maximum. Ou quand tu vas ajouter de la charge, ça se peut que là, à cause de sa tolérance qu'on va parler après, ça se peut que là, il ne contrôle pas bien son mouvement. Puis ça se peut que le squat soit un exercice trop avancé pour lui parce que si on lit sur Internet, le squat, c'est le king des exercices, entre guillemets. Il est comme, what's that? Mais ça se peut que cette journée-là, le on ne soit pas super bon sur le squat, que ce serait mieux d'aller sur un hack squat où est-ce qu'il y a plus de support. Puis après ça, la tolérance, c'est savoir premièrement, quel exercice il est capable de tolérer. Ça veut dire, par exemple, ça fait quelqu'un qui s'entraîne chez eux depuis 2 mois, il retourne au gym, peut-être qu'il ne serait pas capable de tolérer un front squat en série de 6. Ça va peut-être être juste trop de stress pour lui. Il ne faut pas oublier que l'entraînement, c'est un stress, qu'on a une tolérance au stress et qu'il y a le stress de la vie en général aussi, les autres stress. Tolérance aussi, tolérance de volume, puis aussi tolérance de stimuli d'entraînement. Ça veut dire qu'un entraînement qui est plus métabolique, exemple que tu as un gars qui fait du marathon toujours, mais sa tolérance à faire l'entraînement métabolique va être très bonne. Il est déjà habitué de faire ça. Mais tu prends un powerlifter, tu lui fais faire des séries de 15 au squat, sa tolérance va être 0. Après 2 séries, il va être détruit. Fait qu'il faut toujours garder ça en tête, comme le choix des exercices puis le choix de nos outils, ça passe sur les outils, autant les exercices que les séries, les répétitions, les paramètres, tout ça. C'est à prendre en considération tout ça. Aussi, la tolérance, sa nutrition rentre en ligne de compte. Tout à l'heure, Frank, tu parlais de nutrition, qu'est-ce qu'il mange va affecter sa tolérance, comment il dort, sa digestion, ça va vraiment au-delà de ça. Fait que, je pense que ça, c'est un exemple de ce serait quoi d'utiliser pour les coachs qui écoutent. C'est vraiment comme ça que tu utilises le concept de hot. Un concept que je voulais qu'on explore aussi, là, tantôt, Étienne, tu as parlé de, pendant que tu replaces tes trucs, tu as parlé d'amplitude active et passive. Je pense qu'il y a beaucoup de... Je pense qu'il manque peut-être des fois de compréhension avec ce concept-là, parce que des fois, je vois du monde écrire « Ah, je travaille dans mon amplitude active, mais ils font juste des half-reps. » Donc, c'est comme, genre, là, tu fais des half-reps, c'est plus tu fais des half-reps, c'est que tu fais de l'amplitude active, mais comme... Tu veux on pourrait parler de ce concept-là, Frank, un peu, ton take là-dessus, puis Étienne aussi. Là. Oui, mais même juste avant qu'on commence à parler là-dessus, juste quand tu parlais, Jake, de comme to make it really tangible about like comment utiliser comme le concept de HOT, right, of have, own, tolerate. Je dirais même, comme tu as utilisé l'exemple du squat, ce que je dirais même, c'est que l'analyse telle quelle, ça commence dès comme le premier regard d'une journée. Right? So how does a client walk in? Are they looking at you? Are they looking down? How are they breathing? Right? What's the color of their skin? How, like, you know what I mean? Like, how are they walking? Like, les autres aspects, encore une fois, même comme les aspects qualitatifs de leur mouvement, ça nous donne beaucoup d'informations sur, comme par exemple, leur tolérance journalière. Right? So, how do they look like they're doing? Yeah, totally. Like assessments aren't just something that you do day 1 of a program and then week 6. Excuse my French. That's retarded. It makes no sense because we change every single day. It makes no sense. Every single rep is an assessment if you're paying attention. And that's the key part. Are you paying attention or are you thinking about the date that you're going to go on later? C'est là aussi que tu enseignais un autre concept dans les RTS que personnellement, j'enseigne beaucoup avec les gars, qui est 3600 secondes pour le client. Comme ton client, il est là avec toi pendant 1 heure, tu es là pour lui pendant 1 heure, puis 100% dédié à lui, pas 90, pas en train de penser à ce que tu vas souper tantôt. Non, c'est vraiment à 100% avec lui, puis au fur et à mesure qu'il fait ses reps, tu veux être avec lui pendant toutes ses reps. Oui, absolument. Puis c'est quand même pas super facile de faire ça tout le temps, comme pour vous autres, là, quand tu as une journée de comme 8-9 clients, like, that's hard.
it's a lot of focus. Tu sais, d'avoir to give your clients like undivided attention for that period of time. Comme c'est pas nécessairement facile, but we have to try. Mhm. We have to try, right? And you're gonna stumble. I stumble all the time, but I catch myself and I hold myself to a higher standard. Right. Donc, Jake, c'était quoi ta question côté actif et passif? Ah, ben un peu d'explication de ce concept-là en application. Qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi c'est important, puis comment on peut l'appliquer. Là. OK. Donc, dans ma tête, puis peut-être ma perspective va peut-être être différente que celui des autres. Parce que moi, typiquement, quand ça vient à l'entraînement, j'ai tendance à travailler avec des gens comme genre douleur chronique, right? Donc, je vais amener un aspect neuro dans notre conversation. Et c'est que quand un client démontre une certaine compensation, whatever it may be, à cause même avoir comme moins d'amplitude de mouvement actif, c'est une compensation, genre, right? Like it can be lumped into that category. Et que toute compensation, c'est ça le terme en français? Am I saying that okay? Ouais. Yes? Excellent. Ouais. Sont calculés à une vitesse qui est genre comme trop rapide et comme trop signifiante pour notre compréhension comme consciente. It's too much. Like the speed at which the body creates motor solutions far exceeds our conscious capacity. Puis la raison pour laquelle que c'est important ça, c'est que il faut avoir une appréciation que le système nerveux de notre client est en train de calculer des affaires à laquelle que nous autres, like that we can't know. Like, on peut pas vraiment connaître comme le statut interne en tant que comme inflammation ou non d'une jointure. On peut pas savoir ça d'une façon externe because we just see skin move. You can't see the inside, but all of that is being calculated. So, quand on voit une certaine compensation ou qu'il y a, disons, un gap entre amplitude active et passive, on ne sait pas pourquoi, d'une façon superficielle, sans se demander des questions, pourquoi qu'un certain client n'ose pas explorer une certaine amplitude de mouvement. On n'a aucune espèce d'idée. And that should humble you. That should humble you to be like, I don't know. And so let's be cautious here because everything's calculated. And I think that's the appreciation. C'est que c'est calculer cette différence-là entre actif et passif. Donc, si tu vas aller explorer cette amplitude de mouvement-là, juste fais attention à cause tu n'as aucune espèce d'idée pourquoi que le système nerveux de ce client-là ne te donne pas accès à ces degrés de mouvement-là. Est-ce que ça fait du sens? Plus ou moins. Go ahead, Frank. Ben écoute, oui, ça fait à 100% du sens. En fait, ce que je m'en vais dire, en fait, au-delà de ça, c'est que non seulement tu n'as aucune idée de ce qui se passe dans ton client, mais en plus de ça, tu sais, c'est pas tous les clients non plus qui vont vouloir le partager ouvertement avec toi, dans le fond, ce qui se passe, que ce soit autant au niveau de l'entraînement. Tu sais, le corps lui-même parle un petit peu, comme tu dis, là, sans nécessairement parler. Mais au-delà de ça, la personne, elle, au niveau personnel, au niveau de sa vie, au niveau de quoi que ce soit d'autre, a peut-être des événements qui sont en train d'arriver. Puis cette personne-là peut ou peut ne pas t'en parler à ce moment-là. Puis tous ces facteurs-là, comme tu disais tantôt, autant la prestance qu'il y a quand il va rentrer, est-ce que s'il regarde à terre, est-ce qu'il est la tête haute, est-ce que cette journée-là, il a l'air plus fatigué, etc. Mais ce n'est pas nécessairement des choses que ton client veut te partager en tant que tel. Puis encore une fois, c'est quelque chose que, comme tu dis, should humble you, dans le fond, de faire comme, OK, ben cette personne ne veut peut-être pas me le partager, puis il veut pas, ben il faut que je travaille avec des informations que j'ai ou que je n'ai peut-être pas. Yeah. Puis comme on travaille, nous autres, c'est pour cette raison-là que j'adore notre industrie. Is that we quite literally are manipulating mechanical and emotional and spiritual beings with every decision that we make. And
And there's a tremendous amount of responsibility that I feel needs to come with that. C'est pour cette raison-là qu'il faut absolument, si on va travailler dans cette industrie ici de l'entraînement, il faut être reconnaissant de ça. And we need to commit to mastery. We need to commit to constantly learning. We need to commit to humbling ourselves and checking our ego. Like that's something we need to commit to because our clients quite literally depend on it, you know? So yeah, that's my 2 cents. Pour revenir à l'amplitude active-passive, là, pour ceux Oui, merci. qui connaissent pas ce concept-là, là, c'est un peu là, comment on peut l'imaginer. Mettons, ça va arriver parfois que tu vas avoir quelqu'un qui va pouvoir faire un squat super, super profond, mais quand que tu lui demandes de contracter volontairement ses muscles, le mouvement va changer un peu. Donc, il est dans une position où est-ce qu'il est capable d'aller, mais qui n'est pas capable de générer de tension. Ça, c'est un des exemples. Et un autre exemple, ça peut être qu'il peut aller dans une position, mais qu'il y a une douleur à cette position-là. Donc, ça va y empêcher d'aller là. Ça fait-tu du sens? Mm-hmm. Oui, absolument. Puis même, l'affaire qui est intéressant aussi, c'est l'aspect de mouvement actif et passif. C'est que notre amplitude de mouvement active est influencée par des facteurs mécaniques aussi. Donc, si on check, par exemple, l'amplitude de mouvement de l'épaule debout ou bien sur le dos, puis we're checking shoulder flexion, those are 2 very different exercises. They're not the same. It might be the same joint positions, but the muscular demands are different. Donc, je vais dire en français. Donc le mouvement tel quel au niveau des jointures va être la même, mais le recrutement au niveau des muscles va être entièrement unique. Et donc, en faisant une analyse, par exemple, de l'amplitude active, ce que je vois quand même assez fréquemment, c'est que les gens vont dire dans un certain test, ils vont faire un certain test, puis ils vont dire « Oh, wow, tes hanches sont limitées. » Mais là, ce qui est intéressant, c'est que si on rend juste la jambe moins pesante pour un client, disons, quand on check la hanche, immédiatement, ce client-là gagne un certain mouvement d'amplitude actif. Donc, ce n'est pas qu'il y avait un gap nécessairement d'actif et passif, c'est que c'était juste genre trop pesant. Right? Et même un exemple encore plus concret, je vais demander à Frank. Frank, c'est quoi le plus pesant que tu peux squatter, disons, ass to grass? Pour une rep ou pour plusieurs reps, mettons? Pour 13. Non, juste pour un. Disons. Juste pour une, écoute, je pense que le plus pesant que j'ai fait, c'est 385. Là. OK, cool. So, that's very impressive. Congratulations. Pas donc, là, par contre, là, genre 2 ans, là, mais comme clairement pas maintenant. Demain. Ouais, non, si ça, demain, ça arrive pas, non. Demain, ça va aller bien. Donc, qu'est-ce qui arriverait? Disons si on met 425 sur la barre. Donc, une charge qui est en surplus de ce que tu peux faire ass to grass. Et moi, je te dis, you have to squat this. You have to stand back up. Would you go as low? Ah, absolument pas. No. That's another example of the active and passive gap, influenced by magnitude. Right? And donc, encore une fois, il y a des aspects, on va dire, comme protectrices qui vont influencer notre capacité d'avoir accès à certaines amplitudes de mouvement, mais aussi, il faut prendre en considération la charge. Right? Et c'est quoi comme le stimulus relatif qu'on impose sur le corps? Et ça va aussi influencer le degré à laquelle que notre corps nous donne accès du mouvement. Ce concept-là, je pense que ça devrait être un concept que tous les coachs devraient aussi explorer parce que ça vient qu'un autre concept qu'on peut parler, c'est chaque personne a une physionomie un peu différente. Puis il y a par exemple, un bench press, il y a quelqu'un qui va avoir un angle de sternum très prononcé, d'autres qui ont des angles de sternum plus bas. Puis ça se peut que ça me fait penser à un client qu'on a eu, Simon. Il est venu faire une formation à un moment donné, puis on avait fait un entraînement de pec. Puis c'était justement que lui, il avait son sternum de l'autre sens quasiment. Il avait les épaules vraiment beaucoup vers l'avant.
Comme ça rentrait, genre? Ouais, c'est ça. Là, comme Yeah. vraiment pas. Il n'était pas avantagé pour développer ses pecs. Et à toutes les fois, il nous disait quand je fais des pecs, je change juste mes épaules. Ça, puis dans le fond, ben, on a regardé ça avec lui parce que lui, il s'était toujours fait dire faut que tu benches la barre qui touche le chest. Right. Et ça a été quand on a commencé à travailler ces concepts-là que lui, son aptitude active, qui était capable de recruter ses pecs, c'était quasiment un corps de mouvement. Et graduellement, ce qui est intéressant, c'est que à cause qu'on a augmenté sa capacité de contrôle dans ce mouvement-là, graduellement, son aptitude active a augmenté, ses pecs sont développés, sa capacité de contraction s'est améliorée, mais ça a été à la base de regarder qu'est-ce qu'il était capable de own dans son mouvement puis de tolérer, parce qu'il n'était pas capable de own et de tolérer la barre au chest parce que c'était juste ses épaules qui travaillaient puis la charge était diffuse autre que dans les pecs. Là, fait que c'est une autre chose qui est intéressant quand tu comprends ce concept-là, d'adapter. Tu sais, les gens qui disent qu'ils font un programme personnalisé à la personne, comme si tu regardes pas ça, t'es déjà comme une strike. Là. Il y a des gens aussi qui vont vouloir des programmes qui font changement, puis c'est plate à dire, mais pour la progression, mettons, de Simon, je pense qu'il a fait pendant 3 mois juste du decline puis un petit peu de flat. Puis comme juste dans l'amplitude qu'il était capable de contrôler. Là. Pendant 3 mois, il a fait que du decline puis un peu de flat à des quarts / demi / 2/3 de rep. Puis c'est ça que ça y a pris. Là. C'est peut-être pas ça qu'il voulait faire ou qu'il avait toujours compris qu'il fallait qu'il fasse, mais c'est de ça qu'il avait besoin. Yeah, I love that. Puis, ce que ça m'a fait penser, Jake, c'est quand tu parlais de Simon, c'est que comme je vais dire que le terme anglais pour ça dans ma tête, it would be skill. There's a certain skill behind everything that we do. Donc, compétences, je pense, ça serait le terme. Donc, comme ces compétences motrices sont comme genre un prérequis pour être capable de mettre un certain montant de tension sur les aspects musculaires sur laquelle on vise. So there's a skill that's a prerequisite to that, right? Puis ça, c'est vraiment comme l'aspect de coaching. Ça, c'est une des raisons pour laquelle comme le coaching est tellement essentiel. Il y a des gens qui ont une certaine qui ont des compétences moteurs ou motrices genre plus élevées. Et puis je me considère comme étant quelqu'un de même, probablement vous autres aussi. C'est juste comme, there's certain things that just come naturally to you. Mais il y a d'autres personnes où c'est comme, ils n'ont jamais étudié de l'anatomie, ils n'ont aucune espèce d'idée, ils bougent comme moins fréquemment leur corps, right? So they're less connected. And donc, encore une fois, comme l'aspect, le coaching, l'art du coaching, dans ma tête, c'est ce que vous êtes en train de parler en ce moment, right? And that's the value of training. Tu peux t'acheter le meilleur programme au monde online. Le meilleur programme that's marketed as like the best program in the world. Mais il y a tellement de variables qui rentrent là-dedans. Donc, pour le client Simon, comme une journée de PEC, ça serait peut-être 2 séries de 6 répétitions, really slow and really focused. And that would be enough to progressively overload his PEC. And it's not 3 sets of 10, or 3 sets of 15 in the tone zone or whatever, right? It's like sets of 6, but that's within his capacity to own and tolerate. And so it really, quand on commence à comprendre ces concepts-là, it blows up rep schemes because you realize that as much as it matters, it doesn't. And there are guidelines, but in the grand scheme of things, it's all gray. C'est intéressant, tu parlais de compétences. Je pense que c'est important de comprendre que l'entraînement, c'est une compétence. Comme, exemple, tu veux jouer au golf, tu vas pas regarder Tiger Woods puis faire exactement comme il fait, puis faire son swing, puis tu vas commencer à y aller tranquillement, progressif, puis il y a des étapes à franchir, un peu comme quelqu'un qui veut apprendre à jouer de la guitare ou du piano.
vas pas commencer à regarder le plus grand pianiste ou le plus grand guitariste au monde puis d'essayer de faire la même chose à la même vitesse. Il va falloir que tu commences avec les bases, d'apprendre tes gammes, d'augmenter ton mind muscle connection. Puis à la base, il y a certaines personnes qui vont avoir une meilleure génétique pour être bon rapidement au golf ou au piano ou à la guitare. Mais l'entraînement, c'est exactement la même chose. C'est que les gens regardent ce que Ronnie Coleman fait. Là, ils sont comme, si Ronnie Coleman fait ça, je vais faire ça. Mais t'es pas Ronnie Coleman. Puis t'es pas rendu dans son processus aussi que ça fait 30 ans qu'il s'entraîne. Il y a comme une acquisition de compétences extrêmes par le 1% de la génétique, plus de pharmacologie, qui fait en sorte qu'il est là. Donc, tu peux pas dire comme moi, Guillaume, de 19 ans, qui commence à s'entraîner, je vais faire le workout de Ronnie Coleman. C'est comme ça n'a pas de sens. Ça. Ouais. Tu peux toujours essayer, mais j'aimerais ça te rappeler qu'il a quand même squatté 800 livres puis qu'il s'est pété le dos. Là. Ouais, je sais pas. Il est rendu comme un cyborg en ce moment, right? Avec toutes ses chirurgies. Ouais. Mais c'est la même chose pour n'importe quel pro que tu regardes. Tu sais, si, mettons, tu tripes sur le basket et tu veux faire des dunks comme Michael Jordan, tu peux pas comme regarder qu'est-ce qu'il fait là. Tu es bien mieux de regarder son parcours, qu'est-ce qu'il a fait, et essayer de suivre son parcours plus que de faire comme lui. Il y a une affaire que tu m'as dit, Jake, j'ai adoré le métaphore, puis c'est comme, je pense que on parlait de génétique, puis tu utilisais l'exemple de comme Doberman puis Chihuahua ou quelque chose de même, where it's like un Chihuahua peut regarder un Doberman, puis comme it can be inspired by it, but like a Chihuahua is still a Chihuahua, right? And it's like there's a certain aspect of your genetic makeup that you can't change, and that's important, right? To at least take into account. But I like dogs, so I thought that was a good metaphor. C'est Vincent Contois qui disait ça à la base. OK. Tu sais, t'as beau être un Chihuahua, si tu prends, tu t'entraînes comme un bon, tu prends tous les produits au monde, tu vas devenir un gros Chihuahua, mais tu seras jamais un bull massif ou un Doberman. Tu sais, comme lui, à la base, il est déjà plus gros que toi, rien faire. Fait que, faut le savoir parce qu'il y a tellement de monde qui s'autodétruit avec le bodybuilding dans l'excessif pour essayer d'atteindre quelque chose que comme malheureusement, c'est inatteignable. On s'entend, on va le dire. Là. Exact. Là. C'est comme on s'entend, on en parle souvent au PPA, puis on niaise avec ça en disant qu'on a des génétiques de marde. Là. Mais comme on le sait très bien, moi PPA, qu'on s'en ira jamais dans un pro show. Là. On sait très bien qu'on ne pourra jamais gagner une carte pro en bodybuilding, ni lui ni moi. Là. On n'a pas de misère à le dire. Là. On est très au courant que. Puis, tu sais, quand tu regardes ça vite, tu regardes, mettons, Antoine Vaillant, qui a 20 ans, il pesait 240 livres en off-season, quand même ligne, puis que tu as moi et PA, qu'en off-season, on mange un petit peu plus, puis on prend du fat. Ouais, c'est pas la même game, là. C'est pas la même chose. C'est ça. C'est à prendre en considération que dans tout aussi, là, dans les sports aussi, je veux dire, on a beau s'entraîner 25 heures par jour à jouer au basket, on ne sera jamais bon qu'une génétique de fou qui va sortir de chez eux, qui va dunker la première balle qui pogne dans sa main. Il y a du monde de même que il faut juste l'accepter à travers ça aussi. Yeah, absolutely. Yeah. C'est quoi sinon? OK, oui, une autre chose que je voulais parler. Un concept, je pense, qui est vraiment, vraiment important de comprendre, de maîtriser, puis qui va avoir un gros impact dans autant ta programmation, ta périodisation que ton exécution d'exercice. C'est tout ce qui englobe les profils de résistance. Okay. Rapidement, je sais que ce serait de faire 4 jours de formation pour expliquer le 1/3 de ce que c'est. Là. Right. Mais vite fait, toi, dans le fond, la définition que tu pourrais en faire, et à quoi ça sert pour les coachs de comprendre ça? Bien, à quoi ça sert comprendre les profils de résistance et aussi nos profils de force? Exactement. C'est que comprendre nos profils de force, puis on va définir ça. Un profil de force, c'est... je vais avoir besoin de votre aide pour traduire. Un profil de force, or a strength profile, is how we express strength. Donc, tu dirais ça comment? En fait, c'est la capacité que ton muscle crée de la tension, de la force, en fait, dans son mouvement.
Right. Puis ça varie à chaque position de jointure et aussi c'est influencé par la direction de comme l'application de force. It's not cut and dry. It's very gray. C'est influencé par plusieurs affaires. Mais bref, notre profil de force, c'est comment qu'on s'exprime en tant que nos capacités musculaires, on va dire. Donc, ça, c'est profil de force. Les aspects profil de résistance, c'est quoi le type de stimulus qu'on impose sur le corps. Puis, en gros, c'est ces deux facteurs-là qui influencent les genres d'adaptation qu'on a sur nous. So, si tu veux vraiment comprendre le processus de stimulus-réponse, il faut comprendre les deux composantes de profil de résistance et profil de force. Si on ne comprend pas ces affaires-là, malheureusement, quand on dit en anglais, you're guessing. That's just the truth. You're guessing because you don't understand relative stress. Fait que ça serait pour ça que je dirais que c'est vraiment important de comprendre ça. Autant pour des gens qui sont des physios, qui travaillent avec ou bien des entraîneurs qui travaillent avec des populations, on va dire, plus vulnérables ou sensibilisées. Autant pour ces gens-là que, par exemple, il y a un gym dans la région de Saint-Jérôme qui s'appelle Quantum Training, and they really train, comme hypertrophie. Like, those guys need to know that shit too. Right? Because the whole process of training boils down to stimulus and response, and the appropriateness or lack thereof of that stimulus. So it really, really boils down to that. Je pense qu'un concept que souvent, quand on va parler de profil de force, profil de résistance, c'est un peu des termes. C'est Tom Purvis qui venait avec ces termes-là. Oui. Mais Charles Poliquin, puis tout ce qui était l'univers de Poliquin, puis avant ça, parlait beaucoup de courbes de force. L'univers de Poliquin. Ben, je veux dire, qu'est-ce qui en est découlé? Non, mais c'est qu'il y a eu beaucoup d'impact sur beaucoup de monde. Oui. Mais je pense que c'était un des premiers à parler de courbe de force. Mais oui. Dans le fond, le courbe de force, c'est un profil de résistance. C'est juste que de parler de courbe de force et parler de profil de force, ça vient mélanger. Puis qu'au-delà de la courbe de force, il y a le profil de résistance, c'est un peu plus complet comme terme parce qu'en fait, c'est une résistance qui est imposée quand tu choisis un exercice. Fait que c'est que ton muscle, ton biceps, il a un profil de force sans charge, sans avoir un exercice. Mais quand tu mets une tension, que ce soit un câble, une machine, un dumbbell, ben là, on crée un profil de résistance. Et là, ça va affecter le stimuli qui va être mis sur ton muscle et la réponse qui est là. Fait que exact. Je pense que si tu... un des erreurs qu'on peut voir, c'est que souvent, premièrement, les exercices dans un plan d'entraînement qui sont choisis, souvent vont travailler sensiblement les mêmes régions. Donc, par exemple, tu regardes mettons un Instagram shoulder workout, ben c'est shoulder press, après ça, machine press, barbell shoulder press, après ça, des front raise, des lateral raise. Mais si tu regardes, 3/4, c'est du front delt. Après ça, le profil de résistance, ben, toutes les press en position étirée. Puis après ça, ben, les autres exercices, tout en position contractée. Fait il n'y a comme pas vraiment de sens à faire ça. Ça va juste être toujours la même chose. C'est comme si tu tapes toujours, à un moment donné, tu avais parlé de taper sur le clou, mais tu tapes juste plein de façons sur le clou, tu croches, puis tu vas tout briser le bois à faire ça. Ouais. C'est un peu ça que tu fais quand tu fais des Instagram shoulder workout ou des trucs de même. Mm-hmm, oui, puis il y a certaines personnes que, disons, où qu'eux autres sont dans leur trajet, que ça soit comme parfait pour eux. Exact. Mais pour autres personnes, c'est comme genre l'opposé de ce qui est approprié pour eux. Par exemple, si on utilise l'exemple d'un entraînement d'épaule qu'on trouve sur IG, ben, comme est-ce que disons, les centaines de personnes qui suivent un certain compte, est-ce que ces gens-là ont comme prérequis une amplitude de mouvement to bring their arms vertical overhead? We don't know.
And if they don't, where are they getting the range of motion? Right? Donc, c'est comme, tu sais, pour ramener de ce qu'on parlait auparavant, de comme have, own, tolerate, est-ce qu'ils ont même les capacités locales au niveau de l'épaule qui est un prérequis pour faire un dumbbell shoulder press, disons? Right? Est-ce qu'ils l'ont? Right? S'ils ne l'ont pas, tout le programme qui est proposé sur IG n'est pas approprié pour cette personne-là. Mais peut-être pour nous, que ça serait correct, disons. Disons qu'on veut beefer up l'avant comme notre deltoïde antérieur. Peut-être que ça serait comme parfait, right? Acceptable, mettons. Acceptable. Mais comme, it really, puis la seule raison, on peut seulement vraiment répondre à cette question-là en faisant l'étude de les composantes qui influencent nos décisions. Je vais dire en anglais, you can only decide whether it's good or bad when you deepen your understanding of what you're doing. It's the only way. You can't get to that answer with superficial understanding. 100%. Frank, c'est quoi un peu ta vision même de tout ce qui est les profils et comment tu utilises ça? Écoute, je te dirais que les profils, c'est aussi quelque chose que je montre aux gars. Mettons que je pense que c'est quand même quelque chose qui est primordial en tant que tel, là, plus au niveau de programmation, périodisation. Évidemment, comme j'en parle déjà au début avec les gars, même quand ils font juste du privé, pour que si jamais il y a des exercices, admettons, qui, cette journée-là, ne sont pas appropriés pour quelqu'un, puissent les modifier pour un exercice qui est moins exigeant, que la personne va pouvoir tolérer, mais qui a un profil qui donne un profil de résistance qui va être similaire pour avoir un stimuli pas trop différent ou encore une fois le changer complètement parce que à ce moment-là, c'est le profil de résistance qui est imposé à la personne que la personne n'est pas capable de tolérer. Fait qu'à ce moment-là, c'est sûr et certain que c'est quelque chose que je vais montrer. Mais je te dirais que j'ai rarement vu sur Internet, mettons sur Instagram ou whatever, des programmes en comprenant le principe des profils de profil de force, profil de résistance, that made sense. Mais j'ai vu plein de programmes, par contre, que si tu l'appliques puis que tu modifies une couple de choses, c'est vraiment des bons programmes. Puis jusqu'à un certain degré, c'est des gens, bon, évidemment, qui ont une très bonne tolérance au volume, qui pourraient le faire, ou des gens qui ont beaucoup plus de tolérance, on s'entend. Mais jusqu'à un certain degré, tu apportes des petits changements juste en comprenant l'aspect de profil de résistance et profil de force à des Instagram programmes. Et à un certain degré, ça devient des programmes qui sont pas si mauvais que ça quand tu y penses, là. Ouais, 100%. Puis, tu sais aussi, je pense que le meilleur programme, c'est celui que tu vas être motivé à faire aussi. Fait qu'il y a comme tout l'aspect aussi psychologique qui rentre en ligne de compte de comme, étant donné que c'est le programme de ton bodybuilder préféré, tu vas plus être motivé, tu vas mieux suivre ta bouffe, tu vas plus t'entraîner plus fort, donc tu vas avoir plus de résultats. Fait qu'il y a tout cet aspect-là, faut pas oublier. Mais une affaire dans le gym qui est intéressant de comprendre ça, c'est que si tu comprends les profils de résistance, donc tu comprends où est-ce qu'elle est la tension est maximale ou dans ton mouvement, par exemple, un flat dumbbell press, tu comprends le profil de tension qui va être, mais ça va te dire une idée où est-ce que ton client va, ça va être où son sticking point, où est-ce qu'il va fail, comment le spotter, puis de comprendre aussi que les profils de résistance, ta première série, ta dernière série ne sont pas pareils. Le profil va changer parce que le profil est affecté aussi par la fatigue, par la vitesse d'exécution, si tu mets un 2 secondes en bas. Donc, tout ça t'aide à ce que quand tu fais un entraînement privé, de savoir comment, quand spotter, à quel moment et quand enlever de la tension. Puis tout cet aspect-là, c'est extrêmement complexe et large, mais c'est un autre aspect dans ton coaching en one-on-one qu'en connaissant ça, tu vas juste offrir un meilleur service à tes clients. Puis, comme tu disais tantôt, Étienne, que le stimuli que tu mets il est vraiment précis et qui va être efficace. Oui. Puis c'est vraiment ce que tu viens tout juste de décrire. Dans ma tête, ça serait une des façons que je décrirais lors du coaching. Être capable de savoir, de prédire à cause qu'on connaît, par exemple, le profil de force que le corps humain a et
en comprenant, par exemple, le profil de résistance qu'on impose sur le corps, on peut prédire où que le client va commencer à démontrer un certain montant de fatigue. That's predictable. So we can be ready for that, right? Et on peut leur donner un montant d'assistance ou bien comme on peut enlever de la charge d'une manière vraiment stratégique ou bien on peut même en ajouter à des moments spécifiques, tout dépendant du contexte, pour créer une expérience entièrement unique qui est impossible d'avoir sur n'importe laquelle machine sur la planète. À cause les machines, comme on s'entend comme c'est plus ou moins fixe. Oui, on peut manipuler comme les machines Prime que vous avez, là, sont excellentes pour manipuler, but you can't manipulate that as easily as you can with your hands quand tu travailles avec un client donc, c'est vraiment... Ça serait insane d'avoir des primes avec 5 ou 10 pegs pour pouvoir ajuster de la charge. Ça serait vraiment encore plus ajustable, mais effectivement, jamais tu vas pouvoir avoir un contrôle qui est pareil comme le contrôle humain là-dessus. Tu sais. Exactement. C'est ça. C'est un des opportunités qu'on a dans notre industrie. On a la chance de créer une expérience comme entièrement unique où que le client va dire like I've never felt anything like that before and I can only get that with quantum training. That's the power. And if we're talking from a business perspective, if you want to talk about building a sustainable business, if you create a product that literally no one can get on their own, not because you're withholding information, but it's just because you're there strategically manipulating things. Talk about job security, right? Like, so c'est non seulement une des meilleures façons de vraiment créer un stimulus très précis et pour un client, mais aussi comme l'expérience que ça crée pour le client, ce qui influence aussi comme leur, pas la volonté, but their willingness to continue on the journey is massive. C'est pas le genre d'affaire que tu peux avoir tout seul. C'est vraiment ça l'art de coaching. Ça me fait penser que il y a aussi, il y a tellement d'affaires aussi qui affectent ça que je me souviens quand on avait fait Upper Body, puis j'avais fait des dumbbell press. Moi, j'ai toujours arrêté aux 3/4 mes dumbbell press depuis 10 ans pour garder ma tension constante sur les pecs. Puis c'était super, tu m'avais fait monter jusqu'en haut, puis c'était super challengeant le dernier quart du mouvement pour mes pecs. Yeah. Malgré que, tu sais, le profil aussi, tu sais, quand on lit, mettons, d'un article sur les courbes de force sur Internet, c'est ultra simplifié, mais comme moi, ce que j'avais entraîné dans le passé affectait mon profil de résistance de mon profil de force de mon pec à cause de ce que j'ai fait dans le passé. Fait que c'est tellement comme de layers que tu dois prendre en considération quand tu spots quelqu'un, par exemple, que tu entraînes un client. Hein. Totally. Je vais le dire en anglais. It was really interesting because like for me, there was a very clear window of opportunity where you had less ownership. Where it was like you were really good from here to here, but then right at the end you wanted to blast through it because you were like, nope, like, I don't like going there. Like that was a really great learning opportunity. I think for me, for you, and for everyone in the class to see someone who's very skilled, who with a different perspective, we noticed opportunities within that one movement, right? So yeah, c'est cool que tu te souviens de ça, parce que ça c'est un mémoire que j'ai de cette fin de semaine-là, for sure. Ben, ça m'avait fait réaliser comme, OK, shit, j'ai pas d'ownership dans cette position-là, fait que si je l'ai, tu sais, c'est parce que le gain de masse musculaire, ça revient à une seule chose, créer de la tension musculaire, tu sais. C'est beau, tous les paramètres d'entraînement, tu sais, t'as des gars comme Mike Zratel, whatever, qui parlent de MAV, MRV, Maximum Adaptation Volume. Right. C'est comme tout ça, c'est des bons concepts, c'est des outils intéressants, mais ça revient à comment tu es capable de générer de la tension dans une rep. Oui.
Parce que, tu sais, il y a tellement d'affaires qui affectent ça. Le tempo, le ownership, tu sais, si, exemple, on serait capable de savoir, moi, quand je fais un dumbbell press, combien de fibres musculaires, de pourcentage de mes fibres musculaires sont recrutés, ma première, ma deuxième, ma troisième rep, quand je vais à l'échec. On fait ça avec chaque personne, avec Étienne, avec Francis. Là, on serait capable de dire, OK, mais ta tolérance au volume, tu fatigues tant de pourcentage de tes fibres dans ta première série, fait que tu vas être capable de faire 2 séries, la troisième va peut-être être trop, puis mais c'est impossible de faire ça. Peut-être dans le futur, on va avoir des chips implantés qui vont nous dire genre OK, Ouais. you reach a certain threshold, puis c'est fini. Ouais. Mais comme on est à 50 ans peut-être de ça. Ouais. Sinon Si plus. c'est pas plus. Ouais, Ouais. exact. Mais encore une fois, Jake, de ce que tu parles, comme encore une fois, it's about where do these things fit. So, dans ma tête, c'est de voir ces concepts-là de comme MRV, etc., des concepts de programmation sont plus hauts, sont plus superficiels. And then when we look deeper, we realize that all of those are influenced by the manipulation of mechanical variables. What are those mechanical variables? Right? Yeah. Strength profiles, resistance profiles, joint forces, muscular tension, right? And so c'est de voir, oui, c'est important, mais si on regarde encore de plus en plus profond, ça nous donne la capacité d'être encore plus précis, right? Puis de remarquer que, comme par exemple, si on regarde dans des livres de programmation, comme une répétition, ça serait comme, like, comme force maximale, like that's a one repetition max. And on parle de ça vraiment comme dans le contexte de comme un squat, un bench, a deadlift, a clean, a snatch, right? On parle de comme ce genre de comme utiliser, like very strategically doing one repetition maximums within that context. Mais comme par exemple, si je remarque, disons que Francis s'est fait mal au genou, je sais pas, il y a un mois et qu'on commence à travailler ensemble, ça serait peut-être approprié de faire une répétition d'un leg extension, résistance manuelle avec ma main, and that might actually be the perfect amount of stimulus for his ACL, which had a grade 2 tear. And it violates our understanding of one repetition maximums, but it's appropriate for Frank, right? C'est comme être reconnaissant de cette réalité-là dans ma tête, encore une fois, est nécessaire à cause dans notre industrie, on a beaucoup de pouvoir, right? Like we quite literally are changing people's bone structure and their soft tissue structure, right? We influence how they see themselves within the context of the gym. Il y a beaucoup de we have a big responsibility, right? Donc, comme qui dit, je pense que c'était Ben Parker, like with great power comes great responsibility, right? We have a duty to deepen our understanding of these things and to ask questions and to have these conversations. Tantôt, tu parlais justement là, du MAV et du MRV, que c'est comme pas superflu, mais un peu superficiel. Mm-hmm. Ça m'a fait penser. Si on mettait, mettons, puis je vous le demande aux deux, si on faisait comme un peu une pyramide de Maslow, mettons, justement, de quels facteurs sont les plus importants à l'entraînement, à l'intérieur d'une séance d'entraînement. La base de tout ça, je pense, ce serait encore une fois, bon, Jack, toi et moi, Jack, on en parle souvent, l'adhérence, évidemment. La personne, il faut qu'elle adhère. Mais au-delà de ça, juste au-dessus, tu aurais, je pense, les profils de résistance, les profils de force, la connaissance de ça, etc. Sur un même niveau, peut-être savoir si la personne est compromise d'une façon XY. Mais MRV, MAV, puis tout ça, puis toutes les. Comment je te dirais, ces sciences-là sont comme vraiment, ça a un impact vraiment qui est minime par rapport à OK, cool, mais il y a autre chose à savoir plus importante, je pense, que ça, prioritairement. Mm-hmm. Oui, absolument. Yeah. Ça revient à tolérance aussi, tu sais. Parce que le concept de MRV, c'est qu'est-ce que tu es capable de tolérer, tu sais. Puis c'est pas comme un chiffre que tu peux dire, OK, ton client, ça fait 6 mois qu'il s'entraîne, c'est ça son MRV. Tu sais, c'est quelque chose que tu explores. C'est ça, c'est quelque chose que tu explores avec le client, puis c'est comme une genre de relation d'exploration ensemble, à voir comment tu réagis. Puis des fois, tu sais, c'est long, là, tu sais. Exemple, Pierre-Alexandre, ça fait
6 ans, je l'entraîne, puis cette année, il y a encore des affaires que sa programmation que j'ai manqué, qu'il s'est brûlé raide, il a perdu full de poids, puis sa digestion a fucké, puis comme tout a mal été à cause que mon stimuli d'entraînement n'était pas correctement appliqué par rapport à lui, sa tolérance. Mais tu sais, c'est comme... Puis ça, c'est revenu à utiliser certains exercices. Par exemple, cette phase-là, je me souviens, il y avait beaucoup d'exercices en position étirée, mais tabarnouche, je sais pas, ça a été trop pour lui, ça, avec plus de pauses en position étirée, comme ça a marché une semaine ou deux, après ça, il a commencé à détériorer. Mais Des supersets mid-long. exactement, tu sais, c'est comme hack squat, superset avec reverse bend hack squat, avec un peu de pause en chaque. Fait que c'était super challengeant, mais justement, il était capable de tolérer 2 semaines, mais en comprenant, là, je sais que là, je me mets des notes que, OK, ben, pour lui, encore là, dans cette journée-là, dans cette phase-là aussi de sa vie, avec le stress qu'il vivait, il n'a pas toléré ça. Peut-être que l'année prochaine, exemple, il travaille 20 heures par semaine, il vient de revenir d'une semaine de vacances dans le sud, il est super relax. Écoute, peut-être qu'il tolérait mieux que. Tu sais, fait que je pense que c'est aussi au client de faire confiance au coach et de laisser le temps à la relation d'évoluer pour être capable de travailler avec ces concepts-là, de quel volume tu es capable de tolérer, quelle intensité, quel stimuli d'entraînement, quel choix d'exercice, etc. Mm-hmm. Yeah, oui, absolument. Puis l'affaire que j'aime vraiment de ce que vous venez juste de mentionner, c'est que c'est très évident que même si ça fait quelques années que vous travaillez dans le domaine d'entraînement, que tu te demandes quand même des questions, like you still have a beginner's mind, right? And c'est pour cette raison-là que j'adore être affilié avec vous autres. And why I straight refuse to affiliate or work with people who don't have that core appreciation or even just a certain amount of humbleness to be like, I don't know what I don't know. And I'm going to continue to learn and I'm going to continue to ask questions. Et tant aussi longtemps qu'on a qu'on apporte une certaine curiosité, non seulement à cette matière ici, mais à comme toute matière, comme c'est genre un prérequis pour continuer à évoluer. C'est un prérequis dans ma tête. So I tip my hat to you guys for keeping that beginner's mind, because it's seductive. It's really seductive to be like, I know everything and I'm an expert, and come to me if you want the answers. It's not very sexy to say that the answers kind of depend, and here's how I work through a thought process. But that's what, for instance, me as an educator, that's what I stand for 100%. And I think that's one of the reasons why we get along so well, because that's definitely seems to be a unifying belief or value. Oui. Mais je vais toujours me rappeler, moi, j'avais vu une photo, c'est un peu comme c'est un meme, là, évidemment. Mais tu sais, c'est dans l'entraînement, genre, qu'est-ce que tu penses que tu sais, puis qu'est-ce que tu sais dans le fond, puis après ça, tout d'un coup, tu as un shift dans le fond qui arrive, puis plus tu en sais, plus que tu penses que tu sais rien, là. Oui. Mais ce shift-là, je pense qu'on l'a fait il y a quand même longtemps, puis moi, je suis content de l'avoir fait vraiment rapidement dans ma carrière en tant que tel, de faire comme, OK, ça a été vraiment rapide. Hey, j'apprends des choses. OK, je sais beaucoup. Non, je sais rien dans le fond. C'est correct. C'est beau. Parfait. C'est beau, j'ai compris. Yeah. Je pense que ça s'appelle comme the Dunning-Kruger effect. Et le top, it's called Mount Stupid, where you actually don't know very much, but you're super confident. Yeah. And then you learn a little bit more and it tanks, right? And it's like, I don't know anything. And then as it comes back up, it's trust me, it kind of depends. Trust me, it's complicated. C'est ça, mais c'est drôle parce que présentement, si on pense de la dernière année, il y a eu beaucoup d'experts Facebook du virus et de tout ça. Que oh my gosh, c'est un peu ça, là, tu sais. Oui. C'est quand même drôle, mais je pense que la meilleure chose que tu peux faire pour être sûr de rester comme ça, c'est de soit d'écouter des choses, mais d'aller faire des formations avec du monde vraiment, vraiment plus avancé ou de parler du monde qui sont beaucoup plus de connaissances, tu sais. Si on parle avec un gars comme toi, avec Christian Thibodeau au Québec, avec plein de monde qui ont des connaissances, des compétences vraiment soit différentes ou plus poussées que toi, t'en as, mais là, t'as pas le choix de te dire comme moi, OK, j'ai de la job à faire. Puis moi, ça me fait tout le temps rire. On a eu quelqu'un cette semaine, Frank était là, qui nous disait
j'ai juste l'impression de rien en savoir comparé à vous autres, mais comme nous autres, on a cette impression-là comparé à d'autres mondes aussi, puis ça va toujours être ça, puis c'est ça qui fait en sorte que tu progresses, puis que si progresser puis évoluer, c'est important pour toi, là, toujours. Oui, absolument. Fait que je dirais numéro 1, oui, comme continuer à apprendre, prendre des cours, mais aussi essayer de prendre des cours avec des individus qui ont comme cette valeur-là. People whose egos aren't the main reason why they teach, right? People who teach not because they feel like they're smart and they're teaching to validate their ego, but that they're teaching to empower their students. Find people like that, and surround yourself with them, right? Donc, pour ceux et celles qui écoutent, étant quelqu'un qui a travaillé avec Jake puis Frank, these are people that really model that, right? And so that's why I think the work that you do is really important for people in this industry to follow, because you're documenting what you currently believe is true, right? And you're documenting your learning process. And hopefully this gives permission to people to learn and to stumble, and realizing that them maybe not knowing things or not being where you're at doesn't make them any less than who you are or how or where you are now. It's just that they're at a different point in their journey, right? And you're still in your journey too. You're not done. You're not done. Unless you think you're done, at which point you're done. But you're not done. So long as you maintain a beginner's mind and you're curious, you will have the opportunity to learn. Well, and this is the thing. This is why I truly, no bullshit, have a lot of respect for you guys, because of there's as much as there's a confidence with this is what I currently believe to be true because I've examined it, there's an underlying tone of I also am willing to discard everything that I'm saying if I'm presented with different information tomorrow. And that is essential. In contrast to you learn something new and then you fight people on it because they make you feel like an idiot. And that happens a lot, right? There's a lot of this in the industry. And it's just a whole bunch of like egos butting heads, and I think it's really unfortunate. And I think that once again, you guys in the roles of educators, you model excellence, in particular when it comes to your willingness to learn. And so, yeah, like I was saying, I tip my hat to you guys because I think it's rare. It's very rare in the industry. Ben merci, Étienne. On te renvoie le compliment. Ton cours en ligne, est-il encore disponible, Neuromodulation? Oui. Fait que j'ai le cours Neuromodulation, An Introduction to Movement-Based Rehab. Fait que ça, c'est disponible sur mon Instagram, oui. Ton Instagram qui est? @Asselin_official. Excellent. Mais je peux toujours t'envoyer le lien aussi, si ça t'aide. Ouais, on va le mettre dans les show notes sur YouTube et sur Anchor. On va terminer ça là, parce que je pense que ça fait un petit peu plus qu'1 heure et on pourra parler pendant longtemps. Oui. Étienne, on peut te suivre sur ça. Asselin _official. C'est ça. Dr. Frank. Dr. Frank. Sur Instagram. Et dans le fond, aussi, last thing, shameless plug. Je viens tout juste de commencer une page sur Instagram pour le cours comme genre certification que je vais commencer en 2021 qui s'appelle The Exercise Mechanic. Nice. So right now it's very low key, but The Exercise Mechanic is going to be launching big time in 2021. We're going to be seeing the return of the Cadaver Labs as well. Yeah. The whole... Je veux parler de ça parce que ça, c'est une des formations les plus importantes à faire de tous les coachs. Le cours d'anatomie sur cadavre que tu donnes, sérieusement, Frank et moi, on l'a fait. J'en ai fait d'autres avant des cours d'anatomie, mais le tien est vraiment solide. Je l'ai fait et je le referai sans aucune hésitation. On va retourner le faire toute la gang ensemble en mars, comme tu disais, avril. C'est sûr, comme je le conseille toujours à tout le monde, mais là, je vais te dire sur le podcast. Allez faire ça sérieusement, même pour l'expérience que c'est
Oui. Comme, mettons, tu tripes sur l'entraînement, tu veux juste vivre une expérience de voir comme les muscles, comment c'est fait à l'intérieur, puis d'étudier ça pendant une journée, c'est comme juste l'expérience est quand même nice. Oui. Je le conseille fortement. Là. Yeah, merci. Merci. I accept your compliment. Plaisir. T'as-tu d'autres choses à plugger, Étienne? C'est le temps. Non, mais c'est juste pour dire, comme le programme The Exercise Mechanic qui va sortir en 2021, c'est un programme qui est vraiment axé sur l'étude des composantes. So it's to empower students to think. It's to take your thought process that you've developed, puis comme genre les règles d'exercice qu'on se fait donner au début de notre carrière, le but de The Exercise Mechanic is to empower you to deconstruct them, so that you can think critically and you can really masterfully manipulate those variables with your clients. So there's going to be talks about, human function. We're going to be talking about pain science. We're going to be talking about neuroscience. We're going to be talking about behavioral psychology. It has to be a part of it. We're talking about resistance mechanics, biomechanics, right? All of it. Exactly how it's going to look is still, because it's quite a big thing that I want to do. But ouais, les cours vont commencer à sortir début de l'année 2021. En ligne ou en personne? Je veux vraiment le faire en personne à cause de l'aspect. Apprendre, c'est un processus dynamique, right? And if I'm thinking with the end in mind of helping people think, I think we need to work through a thought process together, in contrast to just people watching. Je pense qu'il va y avoir il va y avoir quelques modules sur ligne qui va avoir comme des prérequis, mais vraiment comme le programme ou les programmes tels quels vont tous être faits en personne. Donc, on s'entend avec le COVID, ça va être des petits groupes. Donc, ça va être plus un environnement intime, I guess. Not in a sexy way, unless that's what you're into. Donc, ça va être plus un environnement intime so that we can work through a thought process together. Ça va être donné à Ottawa, à Toronto? Yes. Les deux? Ottawa ou Toronto? Yes. Espérons les deux. Okay, peut-être même Montréal, who knows? Ben oui, il faudrait que tu viennes le donner. Je connais un gym à Saint-Jérôme qui serait prêt à t'avoir. Ouais, c'est un gym très hot. C'est ça, on regardera ça. All right, fait que merci pour votre temps aujourd'hui. Merci Frank, merci Étienne. Merci aux gens d'avoir écouté. Si vous avez aimé ça, n'oubliez pas d'aller faire un 5 étoiles sur iTunes, vous abonner au podcast sur Spotify et sur Balados. Et si vous écoutez sur YouTube, abonnez-vous. Faites un petit cœur, la petite clochette pour rien manquer. Et on se parle la semaine prochaine.